suis l'aîné, donc j'ai certainement fait des erreurs et je ne voulais pas qu'ils commettent les mêmes erreurs que moi. Bon Samba, bienvenue dans Janus. Je suis hyper content de te recevoir parce que forcément tu fais partie des hommes de l'ombre au Sporting de Charleroi, mais les gens ne connaissent pas bien ton histoire, qui tu es, et pour aller au fond des choses, je pense qu'il fallait évidemment te recevoir. On va parler évidemment de ton enfance, de ton histoire, de là où tu viens. Tu grandis justement à Pierrefitte-sur-Seine, c'est en Seine-Saint-Denis, donc dans le 93 dans Paris, avec ton frère Fousseni. Est-ce que tu te souviens un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi? L'environnement, oui, je m'en souviens parfaitement, j'ai envie de dire. À la base, je suis né à Paris, enfin on est né à Paris, dans le 18e arrondissement. Et nos parents habitaient dans le 17e, donc nos premières années, c'était la vie parisienne, quoi. En 1985, on a déménagé à Pierrefitte-sur-Seine, donc c'était le 9-3, la Seine-Saint-Denis, avec la réputation que peut avoir ce département. Mais pour rien au monde, je n'échangerais cette enfance, parce que je pense que j'ai appris la vie là-bas. C'est pas toujours facile, c'est certain, mais je pense qu'on en fait aussi beaucoup trop sur ce qu'on peut dire du 9-3, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives. Non, absolument. Et justement, tu grandis dans quelle manière de penser dans le 93? C'est quoi la mentalité du 93 pour les gens qui ne savent pas? La mentalité du 93, on sait qu'il y a beaucoup de pauvreté, il y a du chômage, l'environnement est très fermé, j'ai envie de dire, dans les cités. On a nos commerces qui sont dans la cité, on a nos établissements scolaires qui sont dans la cité, donc on n'en sort pratiquement pas. On vit en quelque sorte en vase clos, avec beaucoup de problèmes, quoi. Les gens ont du mal à terminer leur mois. Ça manque de moyens, ça manque d'infrastructures, et au niveau des distractions, il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais dans notre état d'esprit, on a été éduqués nos parents ont fait en sorte qu'on puisse manquer de rien, et ils ont insisté surtout pour qu'on termine nos études et qu'on essaye de faire quelque chose de bien de notre vie, quoi. Tu as une personnalité, justement, un état d'esprit hyper positif, pour les gens qui ne le savent pas, hyper solaire. Évidemment, ici, on est en caméra, mais en dehors des caméras, tu as toujours ce côté sourire, aller vers l'avant, vers les gens, etc. Mais par contre, et ça c'est intéressant, tu gardes toujours une part de mystère. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais complètement qui est Samba Diawara, mais quand on le voit, il a toujours la banane. Est-ce que ça, tu comprends mon analyse ou pas? Oui, je comprends. Je pars du principe oui, qu'il faut rester positif, parce que en étant négatif, les choses ne vont pas forcément aller mieux. Après, pour ce qui est de la part de mystère, je ne pense pas que je sois quelqu'un pour qui on a envie de savoir les choses, quoi. Je pense que je travaille dans un environnement où les acteurs sont les joueurs. Nous, on est là pour les accompagner, on est là pour faire en sorte qu'ils soient dans le meilleur état possible. Donc c'est ça qui est essentiel. Après, savoir si nous, on a des problèmes à la maison ou ailleurs, c'est pas le plus important. Quand on arrive ici, on se doit d'être positif, et on se doit de le refléter auprès des joueurs et de l'environnement dans lequel on travaille. De nos jours, on utilise beaucoup le terme bienveillance, mais parfois à tort et à travers. C'est-à-dire que la bienveillance, parfois, c'est un peu le couvert d'un masque ou d'une certaine hypocrisie en disant « ouais, voilà, tout va bien, j'espère que ça va pour toi ». Et en fait, au final, tu le dis parce que c'est une espèce de respect des choses, tu vois, mais sans vraiment le penser. Toi, je pense qu'au contraire, tu incarnes vraiment cette espèce de bienveillance. Si quelqu'un est dans le problème ou qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi, tu vas justement aller vers lui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tout à l'heure, tu as souligné le fait que je vienne du 9-3. J'ai envie de dire qu'on a été bienveillant envers moi, et je me dois de le rendre. Je pense que si je suis devenu celui que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'on est venu vers moi, parce qu'on m'a aidé, on a été positif envers moi, et on a fait en sorte de me donner une chance ou de l'espoir, en me disant oui, tu peux réussir à faire ce que tu aimes,
Et je pense qu'il suffit de le transmettre. C'est ce que j'essaie de faire. Je ne pense pas que ce soit, ce soit fin. Il n'y a pas de faux là-dedans. Quand je sens que quelqu'un a un besoin quelconque et que je peux l'aider, je ne me prive pas de le faire, quoi. Mais dans le 93 aussi, j'ai l'impression que vous avez un talent en particulier pour dénicher qui est le vrai du faux. Ou même d'une manière générale, dénicher le vrai du faux. Est-ce que toi, tu arrives justement à faire la différence entre la personne qui joue un rôle face à toi et la personne qui est vraie? Peut-être que dans le 93, ils ont ce don-là. Moi, je ne pense pas l'avoir. Je pars du principe que tout le monde est bon. Okay. Que tout le monde est bon et que s'il y a du mal en quelqu'un, c'est qu'il y a une raison pour justifier ça. Je pense que j'essaye toujours de donner des excuses aux gens. Après, bien évidemment, je ne suis pas naïf. Je sais qu'on vit dans un monde où il y a du mal, où il y a des choses négatives. Mais j'essaie de donner la chance aux personnes de montrer ce côté positif. Justement, ce côté positif que tu montres, tu l'as fait aussi durant ta première partie de carrière. Là, tu es sur une deuxième vie, en fait, en réalité. Comment tu vis, justement, en pensant à « Ok, j'étais comme ça à l'époque, quand j'étais joueur, et maintenant, je suis devenu d'une certaine manière ». T'as jamais vraiment changé dans ta façon ou évolué dans ta façon de penser? Dans un sport collectif, bien évidemment qu'il y a l'individu, donc je pensais forcément à moi, mais tout en essayant de faire en sorte que les personnes qui sont autour de moi soient dans le meilleur état possible. Donc j'avais besoin d'eux, ils ont peut-être besoin de moi, j'ai besoin d'eux pour être bien, en quelque sorte. Donc oui, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à mon environnement, je me suis intéressé à mes coéquipiers, je me suis intéressé à mes entraîneurs, mes éducateurs, parce ça a été réciproque aussi, quoi. Je vais faire appel à ta mémoire. Tu as fait des voyages extraordinaires au Mali, notamment avec l'équipe nationale à l'époque où tu étais joueur. Lesquels t'ont le plus marqué? Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Déjà parce que c'était un événement qui se disputait au pays, et aussi parce que j'ai disputé cette compétition avec mon frère. Même si à la Cité, on a déjà joué ensemble, on a fait des parties interminables, on n'avait jamais joué pour la même équipe, puisqu'il a 2 ans de moins que moi. Et on était tout le temps, même dans le même club, dans des catégories différentes. Donc c'est vrai que ça, c'était quelque chose de particulier. On s'était affrontés quand il était à Saint-Étienne, mais on n'avait jamais joué ensemble. Donc pouvoir disputer cette compétition dans notre pays d'origine, devant nos familles, c'était quelque chose qui m'a marqué. T'étais quel genre de frère, toi, par rapport à Ousseni? Dur, je pense, quand même, tout en étant bienveillant. Parce que si j'étais dur avec lui, c'est parce que je voulais son bien aussi. Je suis l'aîné, donc j'ai certainement fait des erreurs et je ne voulais pas qu'il commette les mêmes erreurs que moi. Les erreurs, ce sont les petites bêtises qu'on peut faire quand on vit dans un certain environnement où on est avec des copains et on se laisse aller, quoi. Donc, t'apprends des erreurs oui, forcément, oui. Je pense que, on va dire que j'étais peut-être le brouillon et qu'il fallait que sa version soit meilleure que la mienne. Est-ce que tu considères que le monde dans lequel tu évolues à présent a changé par rapport à celui dans lequel tu étais lorsque tu étais footballeur? En soi, le monde du foot reste le même. Il a évolué, ça c'est certain. Sur certains côtés positivement, sur d'autres négativement. Après, la différence qu'il peut y avoir maintenant, enfin c'est peut-être ma perception, c'est qu'à cette époque-là, pour moi, c'était vraiment un jeu. Même si j'étais professionnel, pour moi, ça restait un jeu. Alors que maintenant, je sens beaucoup plus le côté professionnel, entre guillemets,
avec les enjeux financiers, Oui, toutes ces obligations de résultats. Alors que nous, quand on était jeunes, même quand on a signé nos premiers contrats pro, peu importe le fait de signer pour un certain montant, l'essentiel c'était de devenir pro et de continuer à s'amuser sur le terrain. Et je pense que je m'amusais quand je jouais, quoi. Mais tu joues quasiment sur la transition avec moi, c'est magnifique, parce que c'est la question, entre guillemets, que je me posais le plus lorsque tu parlais. Je me dis, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprenais pas avant, et maintenant que tu es quelque part derrière le rideau, tu comprends mieux? Ah, forcément. Ouais. Je me suis toujours dit, enfin depuis que je suis passé de l'autre côté, pourquoi j'ai subi autant le foot, pourquoi j'ai subi autant les séances, par exemple. Je ne cherchais pas à comprendre pourquoi on faisait tel exercice, pourquoi on jouait de cette façon, pourquoi on jouait tout simplement. Je ne cherchais pas à comprendre le jeu. Alors que maintenant, je ne fais que ça. Je ne fais que ça et je pense que j'aurais pu être un meilleur joueur si j'avais essayé de comprendre plutôt que de subir. Dans la vie, il y a des périodes qui sont compliquées. Les plus compliquées, c'est souvent les périodes de transition. Lorsqu'on passe d'un certain statut ou d'un certain milieu ou d'une certaine fonction à une autre, toi, tu as justement vécu cette espèce de transition entre le footballeur et l'entraîneur. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette espèce de milieu, cette zone grise par laquelle tu es passé à un moment donné? J'ai la chance, je pense, d'avoir vécu une transition qui s'est faite tout en douceur. Parce que pendant que j'étais encore joueur, je passais mes diplômes d'entraîneur. Tout en étant joueur, je suis devenu entraîneur, enfin formateur. J'ai cumulé les deux fonctions. Et une fois que j'ai arrêté, j'étais déjà un peu dans le bain au niveau du coaching. Donc il n'y a presque pas eu de transition. Si, évidemment, dans mon esprit, je devais tourner la page. Et me dire que je ne suis plus joueur, mais les choses se sont faites naturellement puisque j'ai arrêté en me faisant une rupture des ligaments croisés. Donc c'était très simple. À ce moment-là, j'avais ma fonction d'entraîneur adjoint et j'étais joueur en même temps. Je me fais ma rupture des croisés à Roulers, un match de D2 avec Tubize. Et une fois que j'ai appris ça, par la force des choses, j'ai arrêté, quoi. Ouais, c'est quand même un moment assez difficile humainement aussi à vivre. Je l'ai peut-être vécu plus facilement parce que j'avais déjà cette après-carrière qui... Tu étais déjà dans l'après, quoi, dans ta tête? Oui, j'étais déjà dans l'après parce que je faisais un peu les deux. Ok. Je faisais un peu les deux dans le sens où je jouais et j'étais adjoint et entraîneur de l'équipe réserve, tout en jouant. Mais il y a eu des moments de doute pendant cette période de transition entre un métier qui est totalement spécifique et un autre qui est absolument différent? Non, je pense que petit à petit, je faisais une croix, je savais qu'il y avait la fin. Je suis pas de ceux qui vit avec des regrets. Non, je pense que ça s'est fait vraiment très naturellement. J'ai pas eu le temps de penser à tout ça parce que j'étais encore dans le bain, d'une certaine façon. Je pressens, mais on en a déjà parlé, que tu adores accompagner les jeunes joueurs. Tout à l'heure en off, il y avait Kenan Kouba qui faisait une petite blague, etc. Il y a une certaine proximité et toi-même, il y a une volonté, un amour, une passion de l'accompagnement de ces jeunes joueurs-là. Tu en as connu beaucoup. Est-ce que les mentalités ont changé à travers le temps? Ça reste des jeunes, ça reste des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Dire que les mentalités ont changé, oui, à l'époque où moi j'avais leur âge, on voyait les choses d'une certaine autre façon, mais la vie était aussi différente. À notre époque, nous, on n'avait pas de GSM, on n'avait pas de téléphone portable. Au niveau de la communication, c'était très limité, il n'y avait pas l'Internet. Eux, ils ont accès à tous ces outils, donc la donne est différente. Ils voient tout ce qui se fait ailleurs, donc forcément, ils sont influencés par ça. Nous, notre devoir, c'est de les prévenir qu'il y a aussi des mauvais côtés à ça. Et c'est essayer de faire en sorte qu'ils se développent le plus possible et qu'ils n'aient pas de regrets. Qu'ils ne loupent pas quelque chose parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Et dans l'approche, dans ta manière de communiquer, est-ce qu'il y a eu des changements au fil des années? Est-ce que tu t'es dit, je vais m'adapter, je vais adapter mon discours parce que je sens que si je le dis comme ça ne va pas être ressenti de la même manière? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que on vit avec une génération particulière, différente peut-être de la nôtre, et on doit s'adapter. Les codes ne sont pas les mêmes.
Le langage n'est pas le même, donc même si je ne comprends pas toujours tout, j'essaye de temps en temps, afin qu'il y ait une proximité, de parler le même langage qu'eux. Comme on disait, je te disais, tu es quelqu'un de très passionné. En termes d'efforts, de sacrifices, tu es quelqu'un qui ne ménage pas ses heures. Moi, je me rappelle de conversations qu'on avait eues, toi et moi, au téléphone. Tu me dis, ouais, voilà, je dois aller là, attends, parce que j'ai ça, et puis après, derrière, j'ai ma famille de mon côté, etc. Et en fait, tu ne souffles quasiment jamais. Jusqu'où tu es prêt à aller pour ta passion? Bah, j'aime ce que je fais, donc c'est pas non plus une si grande contrainte que ça. C'est vrai que par moment, j'avais du mal à tout gérer. C'est peut-être pour ça qu'il était préférable que je fasse un pas en arrière pour essayer d'être meilleur dans ce que je fais, plutôt que moyen partout, quoi. Ouais, mais tu la mets où la limite? Sincèrement, je ne me fixe pas forcément de limite. Je me dis, à partir du moment où je suis sollicité pour faire quelque chose, c'est qu'on a besoin de moi. Et si on a besoin de moi, c'est peut-être qu'on estime que je suis capable de le faire. Donc, Mais dans les efforts, dans le travail, il n'y a jamais un moment où tu as senti un point de rupture, un moment où tu dis, OK, là, j'ai besoin de souffler, en fait. Si, j'ai eu des moments de doute. Je me suis parfois posé la question Allez, je me suis dit que ce que je faisais, ça ne me correspondait pas parce que j'avais l'impression de vivre pour les autres. Mais je t'ai dit juste avant que j'aimais ce que je fais, ça me plaît et j'ai des satisfactions quotidiennes. J'ai des satisfactions quotidiennes. Après, la limite, je pense que ça va être la limite physique. À un moment, si le corps ne suit pas, si la tête ne suit pas, c'est peut-être un signal pour se dire que c'est trop, quoi. Pour réussir dans ton métier, il faut être nécessairement passionné. Il n'y a pas d'autres conditions possibles. Sans la passion, c'est pas possible, vu les efforts et le travail. Ah oui, il faut aimer ça. Je ne vois pas quelqu'un faire ce qu'on fait et venir presque à reculons, quoi. Il faut foncer, il faut savoir aussi où on veut aller, pourquoi on le fait, mais il faut surtout aimer ce qu'on fait, quoi. Bon, on arrive à la dernière question, tu vas pouvoir souffler. Ouf. Ça fait plaisir, voilà. T'es né à Paris, d'accord? T'as vécu et t'as joué à un moment donné en France, t'arrives par le biais du club de Tubize en tant que footballeur en Belgique, et t'es resté un nombre d'années qui est quasiment similaire en Belgique qu'en France. On peut te considérer comme belge aujourd'hui? D'adoption, oui. Ouais. Ouais. Bon, Okay. Quand je vais à Paris, on dit que j'ai l'accent belge. Moi, je ne le sens pas, hein. Quand je suis ici, on me parle de l'accent parisien, ça doit être quelque chose entre les deux maintenant. Mais oui, non, c'est clair que ça fait maintenant... je m'en rends même pas compte, ça fait 17 ans que je suis en Belgique. La Belgique a une part importante dans ma vie. C'est quoi la plus belle chose qui t'est arrivée en Belgique, c'est quoi? La naissance de mes enfants. Mes enfants sont nés en Belgique, donc forcément, c'est ce que je vais retenir d'important. Ben voilà, c'est magnifique. Je crois que c'était la meilleure manière de terminer l'entretien. Merci beaucoup, mon gars. Merci à toi.